Allez, on va démarrer. Bonsoir à tous. Vous connaissez peut-être le principe de ce séminaire, dont l'intitulé pour l'année s'appelle l'Europe à quoi bon. Le principe est de faire appel à un ou une chercheuse confirmée que l'on met en discussion auprès d'un ou une chercheuse plus jeune, junior. Et donc ce soir, sur le thème de la question de la crise des migrants et des réfugiés, évidemment nous avons d'un côté Catherine Vidal de Winden, qui est une ancienne directrice de recherche du CNRS, aussi spécialiste de la question des migrants depuis des années, à la fois expert sur cette question, qui a écrit un livre qui est très connu comme spécialiste de cette question, qui va nous servir de point de référence et donc qui va faire la première communication. Et puis ensuite, jeune chercheuse en philosophie, Souad Amrani, qui fait une thèse actuellement à Paris 4 sous la direction de Stéphane Chauvier, dont le thème est pour nous, je vais lire l'intitulé de la thèse parce qu'il est extrêmement parlant pour l'équipe ici, du migrant comme objet des politiques migratoires au migrant comme sujet cosmopolitique. Et comme ceux qui le savent, ce séminaire travaille beaucoup sur la question du cosmopolitisme depuis des années, puisque Jean-Marc Ferry, est là au premier rang, est évidemment l'un des auteurs phares dans ce domaine. Alors, je vais laisser la parole à Catherine Vidal de Winden pour le temps que vous souhaitez, une grosse demi-heure, on va dire. Et puis ensuite, Solange commentera et interrogera la communication de Catherine Vidal de Winden, et ensuite vous aurez évidemment la parole. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'avoir un public varié pour cette conférence. Et Souad comme discutante, je suis honorée même, connaissant son parcours. Et je vais essayer de resituer ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, que j'appellerais plutôt la crise de l'accueil des réfugiés, dans un contexte qui est souvent décrit comme une crise de l'Europe. Et je commencerai par un thème qui est le vôtre, la question du cosmopolitisme, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en Europe qu'a été défini par Kant, notamment le cosmopolitisme, dans toute une série de travaux, notamment sur le traité de paix perpétuelle, dans lequel il... Ah non, cette fois-ci ça ne marche plus. Voilà. Dans lequel il définit donc ce qu'il appelle le citoyen du monde, et pour lui le citoyen du monde est un migrant mobile, et pour lequel il distingue entre le droit d'être accueilli au foyer domestique, de la possibilité donc de s'installer définitivement. Donc il définit d'un côté le droit à la mobilité et de l'autre côté le droit à l'installation, qui pour lui dépend de la volonté des États et de leur population. Donc le citoyen cosmopolite, citoyen du monde, Kant, dans un contexte où la question migratoire était l'inverse de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire souvent il était difficile de sortir de chez soi et il était relativement facile d'entrer ailleurs. Parce que les grands pays autoritaires de départ, déjà les pays de départ étaient des pays puissants, alors qu'aujourd'hui les pays de départ sont des pays faibles, et d'autre part il était plus difficile souvent de sortir de chez soi parce que la population était une ressource militaire, et agricole, également en termes de démographie et donc de soldats, alors que au contraire il y avait des quantités de pays qui cherchaient à se peupler et qui avaient des règles beaucoup moins exigeantes à l'égard de l'entrée. La difficulté, c'est la sortie. Donc on a eu une sorte de ce qu'on appelle une première mondialisation avec l'ouverture au XIXe siècle, surtout après les travaux de Kant du monde qui voulait se peupler, qui voulait de la main-d'œuvre. Et à l'inverse, aujourd'hui, on est dans un contexte où depuis 1990, on a eu une généralisation presque partout dans le monde du droit de sortie, qui s'appuie non seulement sur des pratiques migratoires, mais aussi sur des textes philosophiques et juridiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de Genève sur l'asile, la Convention sur les droits de l'enfant de 1989, le principe du regroupement familial qui est reconnu dans beaucoup de pays européens comme droit fondamental,
Et de l'autre côté, donc il y a un socle, bien sûr, juridique au droit à la mobilité, la Convention des Nations Unies sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles de 1990 aussi, et puis des références philosophiques qui sont bien sûr Kant, mais aussi depuis Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits, et puis également Zygmunt Bauman qui reprend les travaux de Kant, du citoyen cosmopolite, dans ses travaux sur la mondialisation et le monde liquide. Il dit « tout circule sauf les hommes et les femmes » et c'est une aberration de maintenir derrière des frontières des gens qui correspondent, qui sont déjà dans cette modernité dont la migration fait partie. Donc on a un suivi philosophique et juridique au droit à la mobilité comme droit de l'homme du XXIe siècle et de l'autre côté des pratiques étatiques qui sont tout à fait à l'inverse. Donc ça, c'était juste pour introduire ce droit à l'émigration qui ne s'accompagne pas du droit à l'immigration, parce que dans le contexte du droit international, le droit à l'immigration, ça dépend de la politique des États, qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes pour interdire ou pour limiter l'entrée sur leur territoire dans l'exercice de leur souveraineté, mais qui ont souvent outrepassé ce droit à travers des politiques dissuasives, répressives, avec l'idée qu'il faut surtout limiter le facteur d'appel et que plus donc on a une politique dite attractive, plus on va faire venir des gens, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs confirmé par les travaux d'enquête sur la question. Donc voilà un petit peu le contexte, droit, universalisation quasiment du droit d'avoir un passeport, depuis les années 90, presque partout dans le monde, et un droit d'entrée qui s'est beaucoup restreint. Alors, voilà le contexte mondial dans lequel on se situe, et le contexte européen est complètement ancré dans cette logique. C'est-à-dire que on peut dire que la crise de l'accueil des réfugiés a marqué une crise de l'Europe. Tout à l'heure, je m'en entretenais avec Yves Pascoe, qui est un grand spécialiste de cette question, et on est tombé d'accord sur le fait que l'Europe, aujourd'hui, est dans une sorte d'ornière, ce qu'on appelle en anglais la path dependency, c'est-à-dire qu'on a défini un chemin, les décideurs politiques de Bruxelles, les décideurs nationaux aussi, et par manque d'imagination, par suivisme à l'égard des sondages et de la montée de l'extrême droite, par méconnaissance des sujets, suivent ce chemin tout tracé sur lequel on continue dans l'erreur, si j'ose dire, en la matière, dans les politiques migratoires et d'asile. Donc, alors j'ai essayé de pointer quelques caractéristiques de cette crise, et j'en vois plusieurs. La première, ça a été 2015, donc 1,2 million de demandeurs d'asile en Europe. C'est nouveau, mais ça n'est pas si nouveau. Il ne faut pas oublier que au lendemain, d'abord, on a eu beaucoup de mouvements de population après la Deuxième Guerre mondiale, notamment pour l'Allemagne, mais on a eu, avec la transformation des frontières à l'Est, ce qui est aujourd'hui la Pologne était à l'Ouest l'Allemagne, donc 12 millions de gens sont retournés en Allemagne, et que l'Allemagne a une longue expérience de l'accueil des réfugiés et autres populations mobiles en Europe, et que ça a été le pays qui a accueilli les 3/4 de la demande d'asile de l'Europe depuis les années 50. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, donc les éléments de la crise, ça c'est pas la crise, c'est un fait. Les éléments, et puis on a d'autres expériences de beaucoup d'entrées de demandeurs d'asile avec la chute du mur de Berlin. Par exemple, en 1992, l'Europe a reçu 500 000 demandeurs d'asile, qui était le chiffre de croisière, si j'ose dire, entre guillemets, de ces années 89-93. Et en 92, toujours, l'Allemagne a reçu 438 000 demandeurs d'asile en Europe. Donc les autres pays européens sont loin derrière l'Allemagne. On a eu la crise yougoslave qui a apporté des chiffres équivalents de demandeurs d'asile pour l'Europe. Et puis la crise syrienne, donc avec 1,2 million. Et aujourd'hui, les chiffres chutent un petit peu, puisque un certain nombre de personnes sont déjà arrivées. Et donc on est plutôt dans une fin de crise pour ce qui est des flux, mais pas du tout pour le traitement de ces personnes. Alors, élément de cette crise, d'abord le côté exceptionnel des flux, ça c'est clair, et l'urgence dans laquelle les pays ont répondu, parce que
c'est un sujet, l'Europe a beaucoup de mal à se considérer comme continent d'immigration, ce qu'elle est depuis des années. Elle partage ça avec le Japon et le Golfe. C'est assez étonnant comme voisinage, mais ce sont des terres d'immigration qui refusent d'être des terres d'immigration. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'Europe, parce que l'Europe a été longtemps une terre de départ, pendant des siècles. Donc, elle a considéré que l'immigration, c'était conjoncturel, soit parce qu'il y avait des demandeurs d'asile, donc on respecte le droit d'asile. D'abord, c'était les églises, puis après, ça a été les textes internationaux. Mais pour le reste, elle considère que c'était du court terme. On avait de temps en temps des crises, il fallait accueillir les gens, les boat people, etc. L'autre aspect, c'est qu'on manquait de main-d'œuvre avec les aléas de la démographie et des pics de croissance économique, donc on a fait appel à l'immigration. Mais l'Europe considérait que la plupart des migrants avaient vocation au retour. Ça fait 30 ans qu'on mène des politiques de retour, qui aujourd'hui sont un échec absolu, mais beaucoup de gens croient que les migrants vont retourner chez eux si on leur donne de l'argent, etc. Qu'on considère que l'immigration n'est pas légitime, même dans le narratif européen. L'identité européenne n'est nullement construite sur l'idée que la migration fait partie de cette construction européenne. Et donc, même s'il y a des textes et puis des principes, par exemple l'Europe de la diversité. L'Europe se définit comme l'Europe de la diversité interne dans ses populations, mais aussi dans la diversité des différents pays européens constitutifs de l'Europe. L'Europe de la diversité et l'Europe aussi de la solidarité, puisque dans le traité constitutionnel européen de Lisbonne, le principe de solidarité est rappelé. Donc, dans ces principes, il y a des éléments qui pourraient faire une place à l'immigration, même si ça n'est jamais dit explicitement, mais qui sont complètement oubliés par les Européens qui ne se considèrent pas comme habitant un continent où l'immigration est constitutive de leur population. C'est surtout ça la réalité. Ce qui la rend différente des États-Unis, du Canada, de l'Australie et de quelques autres territoires ou d'Amérique latine où on considère que l'immigration fait partie de la population qui se constitue en partie sur ce socle. Et l'autre élément, c'est alors que l'immigration, c'est le seul facteur de croissance de la population en Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, on a eu d'abord une crise de solidarité entre les pays de l'Est, dits de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, qui n'ont pas voulu accepter ce que demandait M. Juncker, le président de la Commission européenne, de se partager la réinstallation de ceux qui arrivaient en hâte en Grèce ou en Italie. Il avait donné des chiffres, 160 000 personnes à se partager à l'automne 2015, et auparavant il avait dit 40 000 personnes, aucun pays européen n'a souscrit en mai 2015, ensuite 160 000 personnes sur 2 ans, en fonction de la taille de chaque pays européen et de sa richesse. Et là, on a eu une sorte de front du refus de la part des pays de Visegrad qui ont dit « nous, on accueille », ce qui est vrai d'ailleurs, parce que la Hongrie est un pays qui, compte tenu de sa population, a eu beaucoup de demandes d'asile en 2015, autour de 120 000, mais en même temps, on ne veut surtout pas répondre aux injonctions de Bruxelles pour accueillir davantage de demandeurs d'asile, parce que c'est une atteinte à notre identité. Le terme est lancé, identité, parce que notre objectif, c'est une homogénéité culturelle qui, sinon, risque, avec beaucoup de migrants, d'être affaiblie compte tenu de notre projet politique. J'y reviendrai éventuellement. Donc, même réaction en Pologne. En République tchèque, il est dit on veut bien accueillir des réfugiés, mais uniquement des réfugiés chrétiens, parmi les gens du Proche-Orient. Et donc, on est sur cette ligne où, d'un côté, on a des pays qui, bon an, mal an, derrière l'Allemagne, Mme Merkel ayant dit qu'elle était prête à accueillir à l'époque 800 000 demandeurs d'asile, se range derrière les recommandations de M. Juncker, même si on en a eu beaucoup moins. En France, on est très très loin des 30 000 qui étaient définis par Bruxelles sur 2 ans, entre 2015 et 2017, il ne faut pas l'oublier. Donc, crise de solidarité entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et aucune sanction, on en parlait tout à l'heure avec Yves Pascoe, aucune sanction, finalement, on a vu la faiblesse de l'Europe face aux pays qui refusaient cette solidarité, alors que c'est un principe européen. On aurait pu dire, d'abord, il était envisagé de leur demander une sorte
d'amende pour les réfugiés qu'ils ne prendraient pas. Certains ont dit qu'il faut même supprimer ou limiter les fonds structurels européens dont ils bénéficient, mais rien de tout ça n'a été fait, donc pour l'instant, ils peuvent, disons, se considérer comme gagnants dans cette stratégie du refus. Deuxième aspect de la crise, une défiance entre les États membres et l'Union européenne. C'est-à-dire la crise, elle est aussi entre les États membres qui refusent en disant « nous, on ne veut pas qu'on nous impose quelque chose », et même si on fait ce que nous demande l'Europe, on n'est pas nécessairement au garde à vous devant ce que nous propose M. Juncker et ce que propose la Commission européenne. Donc là, pour la première fois, on a eu vraiment une partie de bras de fer entre plusieurs pays européens et l'Union européenne elle-même, incarnée par le discours de la Commission. Également, autre situation, autre caractéristique de cette crise de l'Europe, ça a été la situation d'urgence dans laquelle se sont retrouvés la Grèce et l'Italie, puisque l'essentiel des flux sont arrivés dans ces deux pays, qui sont deux pays qui n'ont pas une grande tradition de pratique de l'asile, et sur lesquels a reporté tout le fardeau, si j'ose dire, ce qu'on appelle burden sharing. Là, pour le coup, comme ils sont sur les frontières extérieures de l'Europe depuis longtemps, les pays européens qui étaient dans une sorte de crise de confiance entre l'Europe du Nord et du Centre, qui recevait beaucoup de réfugiés, l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, etc., l'Angleterre, et l'Europe du Sud, en disant, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien, ils ont très peu de demandeurs d'asile. On va leur coller, si j'ose dire, entre guillemets, Dublin 2, dont on parle beaucoup, qui, malgré la crise, n'a pas été modifié. Dublin 2, c'est one stop, one shop. Là où vous mettez les pieds dans un pays européen, vous devez demander l'asile dans ce pays. C'est un système qui marche très très mal, qui ruine souvent l'intégration des gens parce que ils vont dans tel pays, ils arrivent nécessairement par le sud de l'Europe, ils n'arrivent pas en Finlande, et ils ont le projet d'aller demander l'asile là où ils ont de la famille, des proches, etc. On leur dit non, vous êtes arrivé en Grèce, vous demandiez l'asile en Grèce. Vous êtes arrivé en France, c'est le cas des gens de Calais, il faut demander l'asile à Calais, même s'ils disent moi j'ai de la famille. Maintenant on a assoupli un peu le système quand on a notamment éradiqué entre guillemets la jungle de Calais, mais les critères de liens familiaux sont tellement stricts pour pouvoir bénéficier d'un regroupement pour des gens qui ont le projet d'aller en Suède, en Allemagne, en Angleterre, que finalement très peu de ces personnes peuvent bénéficier de cet amendement, si j'ose dire, à Dublin 2, avec les nouvelles pratiques Dublin 3 qui ont été faites en la matière. Donc là aussi, Dublin 2 ne fonctionne pas, on ne le modifie pas, parce que ça arrange beaucoup de gens. Et c'est une crise de confiance entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, pour l'essentiel. Autre élément de cette crise, bien sûr, les frontières sont bousculées. On est dans un système où, en principe, les frontières Schengen sont le rempart externe de l'Europe et où les frontières intérieures sont ouvertes. Là, on a vu des quantités de pays qui se sont barricadés, étant des pays européens, derrière des frontières qu'ils ont renforcées pour se protéger. Ça a été le cas pour face à ceux qui prenaient ce qu'on appelait la route des Balkans, qui était arrivée en Grèce et qui ensuite passait en Macédoine, et puis ensuite qui prenaient le chemin donc de la Serbie et de la Hongrie. La Hongrie a fermé ses frontières de façon unilatérale dans la crise de l'été 2015, par exemple. D'autres pays ont fait ensuite de même, c'était le cas de la Pologne, la République tchèque, etc. On a eu beaucoup de frontières fermées, même la France, avec l'Italie, à Vintimille, à plusieurs reprises, en 2011, 2015, a fermé sa frontière pour se protéger, entre guillemets, des gens qui arrivent via Lampedusa, qui traversent l'Italie et qui arrivent en France. Donc des frontières ont été fermées. Également, on a eu des frontières à moitié fermées. J'ai une étudiante qui fait une thèse sur la Serbie. Pourquoi est-ce qu'on avait l'impression d'une sorte de nouvel exode à la manière de la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'il y avait très peu de postes frontières qui étaient ouverts pour les gens qui avaient pris la route des Balkans, qui étaient elles-mêmes plus sécurisées que de traverser en bateau la Méditerranée, puisque ce qui avait frappé l'opinion, c'était la photo du petit Aylan Kurdi, un petit enfant de 3 ans, syrien, dont le bateau des parents avait fait naufrage sur la côte turque. Donc, ce qui a provoqué en partie le discours de Mme Merkel, etc. Mais beaucoup de gens ont pris la route terrestre, moins coûteuse en termes de passeurs,
Mais en même temps, il y a eu des quantités d'embûches sur la route et on a eu des frontières qui étaient à moitié fermées, puisque certains pays n'ouvraient qu'un ou deux postes de frontières. Donc on avait l'image télévisuelle très importante pour l'opinion publique de gens qui arrivent comme une sorte d'exode, d'invasion, parce qu'ils n'avaient que très peu de chemin possible pour accéder en Europe centrale et orientale et surtout en Europe de l'Ouest. Donc les frontières ont été bousculées. Les frontières de Schengen ont été renforcées. On a renforcé Frontex, dont le budget a été multiplié plusieurs fois avec cette crise. Même si d'autres initiatives avaient été faites, notamment par l'Italie, Mare Nostrum, mais récemment l'Italie au contraire a dit qu'elle allait faire la guerre, si j'ose dire, aux opérations de sauvetage en Méditerranée pour lutter contre le désordre qui y règne. Donc Triton est en principe en charge de ce que faisait Mare Nostrum, c'est-à-dire les sauvetages en Méditerranée, et on voit d'autres frontières qui se ferment encore plus du fait que le système Schengen est un système un petit peu bancal, même si c'est là-dessus que fonctionne le système européen de contrôle des frontières, puisque les Anglais n'en font pas partie, les Irlandais non plus, entre autres, et que la frontière de l'Europe que l'on traverse s'arrête à Calais. Calais, 6000 personnes qui ont été déplacées, éradiquées dans l'urgence, etc., parfois dans une certaine violence, et qui se reconstituent aujourd'hui, bien sûr, selon les associations, puisque malgré tout ça, il y a encore des gens qui passent à Calais, et tant qu'il y aura des gens qui passent, eh bien, il y aura des gens qui campent autour de Calais. Avec des mots d'ordre extrêmement, disons, fluctuants. D'abord, il fallait le mot d'ordre, c'était surtout chasser les gens et n'attirer pas les personnes. Donc, moins on les accueille bien, moins ils viendront, pour éviter l'appel d'air. L'appel d'air, c'est un sujet dont on parle depuis 30 ans. Moi, je n'ai jamais vu d'appel d'air, mais c'est un sujet très récurrent dans les politiques publiques sécuritaires. L'autre élément, c'était ensuite, il faut quand même, de temps en temps, il y a des protestations, des actions de justice, d'associations, etc. Donc, on crée le minimum de l'accueil. Et puis ensuite, à nouveau, là, on a été dans une période puisque la jungle avait été entre guillemets éradiquée, à nouveau, suppression des points d'eau, etc., dispersion des gens. Puis aujourd'hui, comme on ne peut pas laisser quand même les gens mourir dans la rue, eh bien, on essaye de colmater les brèches, mais ça se reconstitue de toute façon. Donc là aussi, beaucoup de désordre dans ces frontières bousculées dans leur gestion. La fuite en avant aussi dans les accords multilatéraux, on l'a vu avec la Turquie, puisque aujourd'hui, l'Europe étant incapable de gérer sa frontière, elle s'adresse avec beaucoup moins de contraintes en termes de droits de l'homme à des pays non européens qui eux-mêmes ne sont pas toujours respectueux des droits de l'homme. Et le paquet a été mis à l'initiative de Mme Merkel sur la Turquie, qui a demandé 3 choses. De l'argent, comme d'habitude, pour gérer les réfugiés. Il ne faut pas oublier que la Turquie a 4 millions de personnes sur son territoire pour 80 millions d'habitants. En Europe, on a eu 1,2 million d'arrivants pour 506 millions d'habitants. Et on a l'impression que c'est l'invasion. Et d'autre part, elle a demandé la suppression des visas pour les Turcs allant en Europe, puisque la Turquie a un solde migratoire négatif avec l'Europe. Il y a plus de Turcs d'Europe qui reviennent en Turquie que de Turcs qui vont en Europe aujourd'hui. Donc c'est logique, ce serait logique de supprimer les visas et la reprise de sa candidature vis-à-vis de l'Union européenne, qui semble un peu remise après-demain compte tenu de l'évolution politique de la Turquie. Et aujourd'hui, la fuite en avant, elle se caractérise aussi avec la Libye. C'est de mal en pis, si j'ose dire, compte tenu de la situation de la Libye. Moi, pour l'instant, j'ai un collègue qui travaille là-dessus, et beaucoup de rapports d'enquête qui ont été faits. C'est atroce, la Libye, c'est l'enfer, si j'ose dire. Prostitution, prélèvement d'organes pour payer le voyage, enfermement, des gens qui meurent en route, bien sûr. Donc c'est une situation inimaginable aujourd'hui, esclavage dans certains cas, avant de traverser ensuite la Méditerranée, qui est semée d'embûches, puisqu'on a 30 000 morts en Méditerranée. On a eu autour de 3 000 morts par an ces dernières années, il ne faut pas l'oublier. Et l'idée, c'est on va former des gardes-côtes libyens, comme ils ne sont pas très bien payés. C'est difficile d'imaginer qu'ils ne puissent pas recevoir de l'argent des passeurs. L'idée aussi, ça a été de faire la guerre aux passeurs. On a abandonné, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, on dit on va
patrouiller le long des côtes libyennes, qui vont nous donner un mandat d'intervention. Le mandat d'intervention sur le territoire, à ma connaissance, n'étant pas totalement acquis. Donc, aujourd'hui, il y a toute une série de projets pour trier aussi en Libye les gens qui auraient le profil de demandeurs d'asile dans un pays qui n'est pas signataire de la Convention de Genève, avec l'idée, bien sûr, je pense, de ceux qui seront écartés, de faire appel aux passeurs qui sont sur place, qui ont une offre considérable en matière de traversée de la Méditerranée, qui est devenue une ressource pour la Libye. L'autre élément également, ça a été de disqualifier les opérations de sauvetage aux frontières, notamment SOS Méditerranée et autres bateaux qui patrouillaient, avec la réaction italienne en la matière, l'idée qu'il faut surtout ne pas attirer, avec l'idée fausse que plus il y a de sauvetage, plus il y a de migrants qui vont traverser la Méditerranée, et donc il faut surtout laisser les gens mourir en mer pour ne pas faire en sorte que la Méditerranée soit un lieu de sauvetage, qui est un discours qui est assez souvent tenu de la part des plus sécuritaires. Et donc l'image de l'Europe a été très écornée dans ce tableau que je vous fais, avec un arrière-fond qui est lui-même assez inquiétant, puisqu'il ne faut pas oublier que le Brexit de ces années 2015-2017 a été caractérisé par un discours très anti-immigration à l'encontre des Polonais, parce que l'Angleterre avait été un des pays qui avait ouvert ses frontières dès 2004 aux Européens de l'Est, et les Polonais sont venus nombreux, et le discours s'est construit progressivement dans les zones de chômage sur le concurrent polonais, avec 2 morts quand même dans l'été 2016 à l'encontre de Polonais en Angleterre. On a eu également, il ne faut pas oublier, à un doigt les élections présidentielles en Autriche pendant l'été 2016, qui se jouait entre un écologiste et quelqu'un du parti d'extrême droite. On a eu également en France 34%, un peu plus de 34% des électeurs au deuxième tour des présidentielles, il ne faut pas l'oublier, ont voté pour le Front National. On a eu très récemment la réélection un peu plus difficile que d'habitude de Madame Merkel, qui est dans un gouvernement de coalition où elle est obligée de faire des concessions sur les questions de l'immigration. Elle a annoncé que l'Allemagne ne pourrait pas accueillir plus de 200 000 demandeurs d'asile par an. Également, bien sûr, la Hongrie, M. Orban, qui donne le ton dans les pays de Visegrad en la matière, à la Pologne, à la République tchèque, à la Slovaquie, et puis donc les élections annoncé donc du futur chancelier autrichien qui est très proche de l'extrême droite. Donc voilà un peu et toute une série d'autres éléments qui peuvent inquiéter l'Europe, mais qui ne sont pas liés à la question de l'asile, mais qui montrent la fragilité, les élections, le référendum en Catalogne par exemple, et également toute une tentative de différents pays européens d'instrumentaliser l'immigration dans la crise dans laquelle ils sont comportés. Voilà un petit peu le contexte. Donc on a vu que l'Europe était très faible. L'Europe aurait dû gérer la réinstallation. Elle aurait dû sanctionner les pays qui refusaient la solidarité entre les pays européens. Elle devrait également dans cette fragilité, trouver une solution à l'accord franco-britannique sur Calais. On a un traité qui date de 2006, si ma mémoire est bonne, le traité du Touquet, qui ne fonctionne pas du tout, qui fait que les soldats anglais patrouillent sur le territoire français, ce qui n'est pas très bien vu en général en Europe, et l'Angleterre qui sécurise le territoire français sur la zone de Calais pour dissuader les gens de partir en Angleterre. On a un trafic éhonté qui se passe dans les camions à 100 km avant Calais pour vendre le temps de passage surveillé par les passeurs pour pouvoir s'infiltrer dans les camions. Donc il y a toute une économie du passage florissante qui s'est installée autour de tout ça.
dans un contexte où il y a beaucoup de chômage aussi dans cette région, au Front National fort, etc. Donc c'est l'Europe qui devrait gérer le contentieux franco-britannique. C'est l'Europe qui aurait dû réagir à la fermeture par plusieurs pays d'Europe centrale et orientale de leurs frontières nationales. C'est l'Europe qui aurait dû imposer le partage du fardeau, comme on dit, pour la réinstallation des Européens. C'est l'Europe aussi qui aurait dû rappeler, beaucoup plus fortement que ça n'a été, le principe de solidarité du traité de Lisbonne et le slogan de l'Europe, l'Europe de la diversité. Donc là, on a vu à plusieurs reprises cette grande faiblesse de l'Europe et puis l'ornière dans laquelle se sont enfermés, si j'ose dire, les décideurs qui continuent avec chaque fois qu'il y a des morts en Méditerranée, on donne plus d'argent à Frontex, on renforce les frontières et depuis des années, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Merci. Swan, toi. Merci. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et remercier Catherine Butol de Venden, dont je suis le travail depuis quelques années maintenant pour sa présentation et pour avoir eu la gentillesse de me conseiller au début de mon doctorat, alors que je ne savais pas trop dans quelle direction aller. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé mon chemin depuis, mais je vous remercie. Et une petite... un petit commentaire sur le sujet de ma thèse. En fait, j'ai changé un petit peu le focus de ma thèse à la fin de ma première année. Donc, je travaille maintenant sur l'accès à la mobilité, l'inégal accès à la mobilité et la racialisation des frontières. Donc, la question de la subjectivité politique m'intéresse toujours, mais je préférais faire cette précision pour expliquer la fin de mon exposé notamment. Alors, je suis contente de voir que le titre qui a été donné est l'Europe face à la crise de l'accueil des réfugiés et non pas la crise européenne de l'accueil des réfugiés, comme j'ai souvent vu à l'occasion de colloques, de conférences pendant ces dernières années. Parce que la façon dont on parle de la mobilité, ou plutôt des mobilités contemporaines, est indéniablement liée à notre positionnement géographique. Mais il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un phénomène mondial et que ce n'est pas une crise européenne. Donc dans cette discussion, je vais essayer de réagir à un certain nombre de points qui ont été mis en avant dans la présentation et de proposer quelques pistes de réflexion qui sont liées à mon travail de recherche doctorale. Un commentaire peut-être pour commencer sur l'idée d'un tournant migratoire en Europe en 2015. Alors bien sûr, on ne peut pas nier que la décision de l'Allemagne d'accueillir près d'1 million de réfugiés, 800 000 réfugiés, a été une décision importante et qu'elle a eu un impact significatif. Mais je ne suis pas certaine que cette décision, ou d'ailleurs la circulation de la photo d'Aylan ou même de celle d'Imran dans une ambulance plus récemment, qui ont circulé dans le monde entier, je ne suis pas certaine que cela ait nuancé l'approche sécuritaire. Alors je me permets juste une petite digression au sujet du rapport à l'image et au corps de l'autre que révèle la diffusion de ces images, ou l'image de naufragés en Méditerranée. On a été habitués à voir ces images depuis quelques années. Le fait que nous ayons normalisé l'exposition du corps de l'autre, qui qu'il soit, du corps nu, du corps sans vie, c'est quelque chose de très problématique à mon sens, et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir indirectement dans la suite de la discussion, puisque c'est un des ressorts, à mon avis, de la racialisation dont les migrants font l'objet. Les migrants, les étrangers. Donc oui, pour revenir à la décision de la chancelière, c'est aussi une décision évidemment très pragmatique, avec un intérêt économique. Il semble que l'Allemagne ne se soit pas trompée, puisqu'il y a eu un effet de relance par la suite, un effet de relance économique. Ça a donc été un pari gagnant. Et oui, et pour revenir à la question donc pour insister sur cette question du tournant migratoire et de l'approche sécuritaire identitaire, on se rappelle que les vols, braquages et agressions sexuelles qui ont eu lieu le 31 décembre 2015 à Cologne et le traitement médiatique et politique qui s'en sont suivis ont montré que l'on était bien dans un rapport sécuritaire et identitaire face à la question de l'accueil des réfugiés, des migrants. Les suspects présumés qui avaient été décrits comme fortement alcoolisés sont rapidement identifiés comme demandeurs d'asile.
ou immigrés en situation illégale, et surtout comme arabes ou nord-africains. Et les agressions à caractère sexuel ont provoqué une vague d'indignation en Europe, et une corrélation a directement été faite avec la décision de la chancelière allemande d'accueillir près d'1 million de réfugiés en Allemagne. Et ces agressions sont justement devenues le symbole de l'impossible intégration des réfugiés en Europe et de différences culturelles et civilisationnelles insurmontables. Alors je suis sûre que vous vous souvenez de la réaction qui avait été très médiatisée à l'époque et controversée de l'écrivain journaliste Kamel Daoud, qui dans une tribune intitulée « Cologne, lieu de fantasme », attribuait les agressions sexuelles à la culture des suspects présumés. Alors je vais juste vous lire un extrait de cette tribune qui avait été publiée en Italie dans le quotidien La Repubblica et ensuite reprise dans le journal Le Monde. Alors, le réfugié est-il donc sauvage? Non, juste différent. Et il ne suffit pas d'accueillir en donnant des papiers et un foyer collectif pour s'acquitter. Il faut offrir l'asile au corps, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Donc il est intéressant de constater, je ne vais pas m'étaler sur cette tribune, mais il est intéressant de constater que seules les agressions à caractère sexuel ont été retenues et attribuées à des différences culturelles. Cette remarque n'a évidemment pas pour objectif de dire qu'un vol et qu'une agression sexuelle doivent être traités de la même façon, mais il s'agit seulement de noter qu'il semble plus acceptable d'essentialiser certains comportements plutôt que d'autres. Il aurait été trop grotesque de faire une tribune sur l'arabe ou le réfugié voleur. Donc la frustration sexuelle est visiblement moins susceptible de susciter un scandale. Et pour finir sur cette question et sur la question du traitement sécuritaire et identitaire, de la question de l'accueil des réfugiés en Europe et en Allemagne ici en particulier, fin février 2017, le gouvernement allemand, qui avait été vivement critiqué pour son inaction suite aux événements de Cologne, a pris la décision de proposer des cours de civilité pour les nouveaux arrivants, donc insistant notamment sur la nécessité et l'importance du consentement. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'on est quand même dans un rapport identitaire, sécuritaire à la question de l'accueil des réfugiés. Alors, pour ce qui est des facteurs de la migration vers l'Europe, je me permets d'insister sur 2 points. D'abord, des liens historiques qui lient certains territoires à l'Europe et qui sont souvent des liens, donc, par exemple, de la colonisation, etc. Et ces liens créent des proximités linguistiques, une histoire d'immigration notamment, qui peut expliquer le choix de migrants de tel ou tel pays, et ce qui rappelle donc l'absurdité de Dublin II, comme ça a été mis en avant précédemment. Et de même, il ne faut pas négliger les liens de certains pays européens avec l'instabilité et la violence qui règne dans les régions de provenance de bon nombre de réfugiés. Les cas de la Libye, par exemple, et de l'Irak sont quand même des exemples probants. Et une dernière remarque qui fera guise de transition avec le reste de cette discussion, qui sera plus théorique. Il y a un biais dans la façon dont on parle du phénomène migratoire. On s'intéresse aux facteurs de la migration vers l'Europe comme si on analysait un problème à régler en l'occurrence. On s'interroge peu, ou en tout cas pas de la même façon, sur les facteurs de la migration vers l'Asie du Sud-Est des ressortissants français, par exemple. On peut s'interroger, mais ce ne sera pas le même type d'interrogation. Et donc qu'on appellera des expatriés. Et parce qu'ils ont un droit à la mobilité qui est effectif et quasi inconditionnel, on ne se pose pas la question. Tout cela pour dire que si la mobilité est valorisée comme un trait essentiel de la modernité, les frontières sont régulatrices et productrices de mobilité différenciée. Et une dernière petite précision, de la même façon on parle du droit à la mobilité et de l'inégal accès à la mobilité, et il est vrai que la distribution de ces droits fait partie
des plus grandes inégalités aujourd'hui qui régissent le monde, mais il est important de se rappeler aussi que le droit de rester ne doit pas être pris pour acquis. Alors, je voudrais faire un commentaire historique sur la question des mobilités différenciées et sur ce qui a été mis en avant tout à l'heure sur donc une certaine ouverture au monde au XIXe siècle notamment. Alors, l'idée d'une libre circulation des hommes sur Terre et de l'instauration d'un régime de mobilité globale est souvent avancée comme un nouveau défi du XXIe siècle par les adeptes d'une ouverture plus grande des frontières notamment. Et cette idée n'est pas si récente que cela dans le monde des États modernes. On parle souvent de l'asymétrie libérale qui accorde aux individus un droit d'émigrer sans l'accompagner d'un droit inconditionnel à l'immigration. Mais il y a des textes qui sont allés plus loin dans le sens d'une généralisation d'un droit à la mobilité. Alors, le 1er septembre 1897, à la session de Copenhague, l'Institut de droit international publie, je cite, « les principes recommandés par l'Institut en vue d'un projet de convention en matière d'immigration », dont l'article 1er stipule « Les États contractants reconnaissent la liberté d'émigrer et d'immigrer aux individus isolés ou en masse, sans distinction de nationalité. Cette liberté ne pourra être restreinte que par décision dûment publiée des gouvernements et dans les limites rigoureuses des nécessités d'ordre social et politique. La dite décision sera notifiée sans retard par voie diplomatique aux États intéressés. » Donc, si en principe, en droit des gens, tout État demeure souverain pour ce qui est de la tolérance des étrangers sur son territoire, nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un droit qui peut être exercé de façon arbitraire et inconditionnelle. De la même façon, dans son cours de 1924 à La Haye, Ernst Nissé affirme qu'aucun État n'a le droit de refuser sans plus l'entrée de son territoire à tout étranger. L'État qui agirait ainsi violerait le droit, etc. Donc, je ne vais pas trop vous embêter avec les citations. Mais donc une dernière peut-être, donc nombreux sont les textes qui vont dans ce sens. Et Alfred Verdross, enfin, dans ses règles concernant le traitement des étrangers, affirme que nul État de la communauté internationale ne prétend avoir le droit de fermer arbitrairement ses frontières aux étrangers. Tous en fait, suivi la norme que chaque refus d'admission, pour être légitime du point de vue du droit des gens, doit se baser sur un territoire raisonnable. Mais on voit dans ces textes que l'idée d'un droit à la mobilité, a priori, est en fait basée sur une exclusion raciale, comme on va le voir. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce qui avait été dit sur la question de l'ouverture au monde au XIXe siècle. Donc, il s'agit d'une répartition du droit à la mobilité, mais entre égaux. Parmi les motifs sérieux suggérés par l'Institut du droit international en 1892 qui permettent l'exclusion et l'expulsion des étrangers, figure le suivant: une différence fondamentale de mœurs ou de civilisation. Nombreuses sont les références aux États civilisés dans ces textes. Comme le souligne Beauchard, l'idée des restrictions non arbitraires sur l'immigration était liée à l'ensemble des traités commerciaux qui unissaient, je cite, les États de la race blanche. Enfin, voilà, parmi la liste des raisons valables qu'il met en évidence pour exclure les étrangers, on trouve le handicap physique ou mental, le fait d'être atteint d'une maladie contagieuse, la prostitution, la criminalité, la polygamie et le fait d'appartenir à une race étrangère considérée comme inférieure ou incapable d'assimilation. Donc voilà, c'est quelques commentaires pour mettre en évidence que le droit à la mobilité est basé sur un geste d'exclusion, en tout cas d'exclusion raciale en l'occurrence, et je reviendrai sur les questions terminologiques. Alors, dans un second moment, je voudrais faire des commentaires un peu plus théoriques sur des questions terminologiques. Je voudrais m'intéresser à présent au concept de réfugiés et de migrants, et à la catégorisation des mobilités et des individus en mouvement de façon plus générale. Alors, il y a une vraie confusion relative à l'utilisation de la catégorie de migrants et de ce qu'elle englobe. En général, on fait face à une pluie de chiffres. C'est ce à quoi nous sommes confrontés lorsque nous sommes exposés à la question migratoire. Alors, si on ouvre, par exemple, sur le site
UNHCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Une pluie de chiffres en ouvrant le site. 65,6 millions de personnes dans le monde sont déplacées de force. Parmi eux, 22,5 millions sont des réfugiés. Plus de la moitié sont âgés de moins de 18 ans. Chaque minute, environ 20 personnes sont déplacées de force. 55% des réfugiés à travers le monde proviennent de 3 pays, Soudan du Sud, Afghanistan et Syrie. 10 millions d'apatrides. Alors, on trouve parfois des chiffres qui sont un peu plus précis, Alors, par exemple, sur le site de l'Organisation internationale pour la migration, on peut lire 0,4% des adultes dans le monde ont fait des préparations pour migrer à l'étranger. Alors, de telles données, à mon sens, révèlent la fragilité, la limite, parfois l'absurdité de certaines données sur les questions migratoires. Et les chercheurs sont dépendants de ces chiffres, produits et fournis par des institutions nationales et internationales, gouvernementales ou non, et qui, comme souvent pour les données statistiques, ne sont pas neutres. D'un organisme à l'autre, ils diffèrent d'ailleurs, puisqu'il y a des choix méthodologiques qui sont faits. Un organisme qui est pour une ouverture plus grande des frontières ne mettra pas les mêmes chiffres en avant, n'adoptera pas la même méthodologie qu'un parti politique ou un gouvernement qui veut justifier de mesures restrictives sur l'immigration, par exemple. Et donc, ces chiffres viennent informer des catégories qui elles-mêmes sont problématiques parce qu'elles résultent aussi de processus idéologiques, de décisions politiques. L'antinomie entre le migrant et le réfugié, par exemple, est problématique. Alors d'abord, elle empêche de penser les déplacements à long terme. Ce qui définit un réfugié, c'est avant tout la rupture du contrat social. L'intuition première selon laquelle une protection internationale doit être accessible à toute personne privée d'une protection étatique effective a donné naissance au régime international des réfugiés tel qu'il a été instauré par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette définition a largement été critiquée comme trop vague dans la littérature relative aux études sur les réfugiés, aux études migratoires. Le réfugié est celui qui, au nom du droit d'avoir des droits, qui était mentionné tout à l'heure, mis en avant par Arendt, dans les origines du totalitarisme, demande une protection internationale lorsque son pays d'origine, d'appartenance, n'est pas capable de lui offrir la protection et l'ensemble des droits que lui confère sa citoyenneté. Donc les réfugiés gardent leur citoyenneté, mais elle n'est pas effective au sens où elle ne s'accompagne pas de la garantie de la protection d'un certain nombre de droits élémentaires. Mais encore faut-il s'entendre sur la définition d'un droit élémentaire. C'est-à-dire faut-il que la persécution soit directe pour que la rupture du lien politique soit scellée. Comme le souligne Matthew Gibney, il est fort possible qu'une situation de pauvreté extrême, par exemple, soit une forme de rupture du lien politique et du contrat social. Alors, de la même façon, la distinction entre migration volontaire et migration forcée est problématique. Lorsqu'on parle de migration forcée, il ne s'agit pas seulement d'un terme descriptif, c'est aussi un terme évaluatif qui implique un jugement moral sur la légitimité du mouvement en question. De la même façon, lorsqu'on parle de migration volontaire, on oppose le migrant au réfugié. Il y a l'idée que le migrant se caractérise par un surplus de mobilité, par une volonté de mouvement en excès, contrairement au réfugié qui, lui, subit le mouvement. Il est forcé, il est contraint à quitter son pays. Et enfin, où est-ce que se fait la démarcation entre migration forcée et volontaire? Donc cet ensemble de catégories pose plus de problèmes qu'il n'en résout à mon sens. Et l'un des problèmes qui se cache derrière la multiplication des catégories pour désigner les sujets en mouvement est, à mon sens, la surdétermination du concept de migrant. Il désigne un faux problème et empêche la compréhension des éléments qui sont en jeu dans la répartition du droit à la mobilité internationale. Le concept est philosophiquement pauvre et politiquement cynique. Donc c'est un concept, et là j'en arrive à la dernière partie, et
ce sont des réflexions pour ouvrir ensuite le débat, et ce sont des éléments qui sont liés à mes recherches doctorales. C'est un concept qui est racialisé, et c'est ce qui pousse à penser qu'il est inopérant, parce qu'il laisse à penser que ce qui est principalement en jeu lorsqu'on parle des migrants est la mobilité, lorsque nous semblons incapables de penser la mobilité en tant que telle. Le langage mobilisé pour parler des migrants et des politiques migratoires en général a régulièrement recours à des processus de racialisation. Alors, par racialisation, j'entends la naturalisation et la radicalisation de l'altérité, ainsi que la construction de l'autre comme étant inférieur. Dans son article « Ni race ni racisme », extrait de l'ouvrage collectif « Les nouvelles frontières de la société française », Didier Fassin propose un ensemble d'éléments clés pour définir et comprendre la racialisation. Et selon lui, la racialisation est d'abord et avant tout l'imposition d'une catégorie explicitement ou implicitement raciale sur des individus et des groupes, généralement pour les dominer ou les exploiter, pour les exclure ou les combattre. Donc les notions de subordination et de systématicité sont importantes pour comprendre le phénomène de la racialisation. Et c'est souvent cet élément d'altérité radicale qui est mis en avant, ainsi que le caractère irréconciliable de leur culture et de nos valeurs qui sont en jeu dans les débats et les discussions relatives à l'accueil des réfugiés et des migrants. Effectivement, lorsque l'on parle de la difficile intégration, assimilation des migrants, ce n'est pas leur mobilité qui est désignée comme problématique, mais bien leur extranéité. La mobilité n'est pas du tout un facteur essentiel dans ces débats, et ce sont des identités racialisées qui sont en jeu. Alors, avant de proposer quelques pistes de réflexion, je voudrais juste vous donner un exemple pour réfléchir à ces questions de racialisation et ces questions d'identité finalement. Alors, il y a un projet relativement nouveau qui a été lancé par l'Organisation internationale pour la migration pour recueillir des données sur les migrants disparus, décédés. Le projet s'appelle Missing Migrant Project. Et la question très simple que je me pose en fait en lisant le descriptif de ce projet, c'est de qui est-ce qu'on parle? Qui sont les migrants? Est-ce qu'il s'agit de réfugiés? Le terme de réfugié renvoie à un statut légal, donc il s'agirait seulement de ceux qui l'ont déjà obtenu. Est-ce que l'on parle des demandeurs d'asile? Comment est-ce que l'on peut savoir qui, parmi des naufragés par exemple, avait l'intention de faire une demande d'asile? Est-ce que l'on parle de migrants au sens premier, c'est-à-dire toute personne qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays, pour améliorer ses conditions de vie par exemple? Mais alors, si, muni de mon passeport français, je décide d'aller vivre au Japon, et que, bon, je ne voudrais pas me souhaiter malheur, mais il m'arrivait quelque chose, est-ce que je serais recensée dans ce site Donc c'est tout un ensemble d'éléments, à mon avis, qui rendent le débat un peu toxique, parce qu'on utilise des catégories qui sont soit vides de sens, soit trop pleines de sens. Et de la même façon, pardon, j'ai oublié d'ajouter, si c'est la question de l'illégalité qui est en jeu dans la question des migrants, pareil, est-ce que si un ressortissant français entre dans un pays de façon illégale, qu'il lui arrivait quelque chose, est-ce qu'il serait recensé dans ce site? Est-ce qu'il serait recensé par cette organisation? Donc pour ouvrir le débat, il est intéressant de se demander ce que la question de l'accueil des réfugiés révèle de notre identité, de nos identités. Il serait intéressant de s'interroger sur les catégories que nous utilisons pour se référer à la mobilité et de se poser la question de savoir ce qu'elles nous disent de notre imaginaire collectif, de nos catégories politiques. Est-ce que nous sommes capables de penser des formes d'appartenance qui ne sont pas basées sur le modèle de l'exclusion? Et un dernier point sur la question de la racialisation, pardon. Donc voilà, la race n'est pas une question, la race comme concept, ce n'est pas une question d'appartenance,
c'est une question de traitement. Donc la violence et la brutalisation dont les migrants font l'objet, de ce point de vue-là, nous donne à réfléchir. Voilà, je vais m'arrêter sur toutes ces questions et m'excuser si je me suis un petit peu éloignée du sujet, mais il me semble que ces questions de terminologie sont vraiment importantes. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Non, mais je pense qu'on va peut-être plutôt donner. Ok. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Ouais. Peut-être sur un élément qui mérite peut-être une explication entre la situation de la fin du 19e siècle et aujourd'hui, et sur l'élément de principe qui est l'idée que le droit de mobilité présuppose un élément d'exclusion préalable. Peut-être. Et puis, alors après, c'est vous qui allez poser des questions, sinon moi je vais en poser, mais je préférerais que ce soit vous en premier. Ou Jean-Marc, si tu veux vous poser des questions. Il y a une chose dont je voudrais quand même à l'occasion de la discussion, le mettre en discussion, en dialogue entre nous. Évidemment, chacune de vous deux connaît très bien le sujet, donne énormément d'informations, mais il y a un élément qui, moi, me pose question, qui est, je vais le dire d'une manière très brutale et très maladroite, hein, donc je m'en excuse. Si vous, demain, vous étiez gouvernante, qu'est-ce que vous feriez comme préconisation ? Je vais vous le dire parce que je me suis souvent posé la question. Je pense qu'il faudrait, je l'ai déjà écrit d'ailleurs, ouvrir davantage les frontières qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autrefois, dans les années, quand on a accueilli les boat people, dans les années 70, d'abord on leur a donné beaucoup plus largement le statut de réfugié. On faisait de la politique à l'époque, hein. On se disait il faut donner à ces gens l'image d'un Occident généreux, accueillant, et donc on a donné largement le statut de réfugié, même à ceux qui individuellement n'étaient pas tous persécutés, heureusement d'ailleurs pour certains d'entre eux, même si la tragédie était profonde. Donc si on ouvrait beaucoup plus le droit d'asile à des gens qui sont globalement menacés, mais pas tous individuellement, selon la définition de la persécution de la Convention de Genève, on permettrait à beaucoup plus de gens d'avoir un statut. Le gros problème aujourd'hui, c'est ça. Deuxième chose, je pense qu'il faudrait rouvrir plus qu'on ne l'a fait. On l'a fait très 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 timidement en Europe, qui avait fermé ses frontières aux migrations de travail salariés depuis 1974 ou 1973 selon les pays européens. Il faudrait ouvrir plus les frontières à la migration de travail. Beaucoup de migrations qui étaient des flux mixtes dont on parlait, qui sont des gens dont on ne sait pas très bien si c'est des migrants. Les réfugiés sont des migrants, mais est-ce qu'ils sont plutôt des gens qui cherchent du travail ou plutôt des gens qui cherchent l'asile? Il y en a beaucoup qui viennent de cette façon. Aujourd'hui, on dit c'est des tricheurs. Mais à l'époque, on ne disait pas c'est des tricheurs. Les Portugais sont venus beaucoup en traversant les Pyrénées illégalement. Ils ne demandaient pas l'asile parce qu'ils savaient qu'ils se feraient régulariser comme travailleurs, même si certains auraient été légitimes à demander l'asile comme réfugiés, comme demandeurs d'asile. Donc si aujourd'hui, on ouvrait plus les frontières à des gens qui qui veulent entrer sur le marché du travail et qui correspondent à des secteurs dits en tension en Europe, donc il ne s'agit même pas d'aller faire concurrence à des nationaux fragilisés, etc. Les secteurs pour lesquels il y a un travail qui n'est pas fourni par les nationaux parce qu'ils ne veulent pas se mettre sur ce marché-là du travail. Donc les secteurs en tension, qui sont des gens à la fois très qualifiés, moyennement qualifiés, peu qualifiés, on aurait moins de sans-papiers, on aurait moins de morts aux frontières puisque les gens viendraient légalement pour traverser la Méditerranée, et on aurait moins de flux mixtes, donc ce serait moins long, moins compliqué, moins fastidieux de faire le tri, qui est le sujet des hotspots, les endroits où arrivent les gens en Italie ou en Grèce, entre les demandeurs d'asile et les gens qui viennent pour travailler, et donc on aurait un système beaucoup plus facile à gérer en la matière que ce qu'on a aujourd'hui, où on est dans un chaos total. Merci. J'aimerais savoir qui attribue le statut de réfugié dans l'Union européenne. D'accord. Et deuxièmement, vous avez parlé du principe de solidarité. Oui. Moi, les principes, je m'en méfie. Non, mais c'est un texte Voilà. juridique, c'est un traité. Donc j'aimerais savoir concrètement, dans les exemples que vous avez cités, il y avait beaucoup d'incapacité des institutions à lutter contre les intérêts nationaux. Oui. Est-ce qu'en fait il y a une pratique de la solidarité concrète? Oui, alors je vais répondre.
Alors, tout d'abord, ce n'est pas l'Europe qui donne le statut de réfugié. Les États européens sont tous signataires de la Convention de Genève. Ça fait partie des obligations qu'ils ont quand ils entrent dans l'Europe. Et ils appliquent le droit d'asile, donc de la Convention de Genève de 1951, et délivrent à l'échelon national, pour l'essentiel, le droit d'asile dans chaque pays européen. La difficulté, c'est que chaque pays a sa diplomatie et donc sa sensibilité différente à l'égard de tel ou tel profil de demandeur d'asile. Depuis des années, on dit qu'il faut harmoniser le droit d'asile en Europe pour que certains pays ne soient pas plus sollicités que d'autres. Mais on n'y arrive pas parce qu'il y a des sensibilités sur ces questions, des histoires, des géographies très différentes d'un pays européen à l'autre, des interprétations de la scène internationale différentes d'un pays européen à l'autre. Donc on n'arrive pas à harmoniser le droit d'asile en Europe, mais ce n'est pas l'Europe qui donne le statut de réfugié, ce sont les États. Sur la deuxième question qui portait sur la solidarité, la solidarité, d'abord, c'est constitutif de ce qu'on appelle la citoyenneté européenne, puisque chaque pays bénéficie, notamment quand il y a les entrées, de toute une série d'éléments qu'on va accorder, la citoyenneté européenne entre autres, mais surtout les aides économiques au développement. Les fonds structurels de développement européens, par lesquels certains pays plus riches donnent de l'argent à travers l'Europe à des pays plus pauvres, sont une forme de solidarité qui n'est pas contestée, qui jusqu'à ces derniers temps n'a pas été tellement contestée en Europe, même si certains pays ont été des mauvais élèves. On a beaucoup cassé du sucre sur la Grèce, on a dit que les pays de Visegrad, dont on a parlé, auraient dû être sanctionnés, etc. Mais le fait que par ce principe de solidarité, on accepte en tant que citoyen européen de financer le développement de régions dont on ignore parfois l'existence, est un élément fort de la construction européenne. Autre question ? Beaucoup de timide ce soir. Alors, j'aimerais revenir au fond sur votre réponse à la question d'Arnaud Leclerc, en faisant référence au discours d'Emmanuel Macron en Sorbonne sur l'Europe. Il me semble, si j'ai bien compris ce qu'il dit, qu'il ne s'agit surtout pas d'ouvrir davantage les frontières à la migration au travail, mais qu'il s'agit, et ce serait à ses yeux beaucoup plus intelligent, et politiquement plus habile, dirais-je, il s'agit surtout de stabiliser les populations. Un vieux topos, que j'ai rencontré un peu partout d'ailleurs. Mais je ne suis pas pour autant contre cette idée. Oui, non. Il s'agit surtout de stabiliser les populations, notamment les populations maghrébines et africaines, avec une politique d'aide consistante, assise sur éventuellement une nouvelle taxe dont Emmanuel Macron avait parlé. Alors, évidemment, d'abord, que pensez-vous de cette option? Parce qu'elle se présente sous une forme d'alternative. Et puis ensuite, ne pensez-vous pas, la question n'est pas très ouverte, excusez-moi, que si l'on déclare politiquement, nous allons ouvrir davantage les frontières, ça va être un véritable tollé politique. Est-ce que c'est politiquement possible? Alors, merci pour ces deux questions très, très importantes. Alors, d'une part, en fait, on ouvre un peu les frontières, mais on ne le dit pas. Donc, on est dans une politique qui n'est pas complètement claire. Par exemple, récemment, on a permis aux Ukrainiens d'entrer, quand ils avaient du travail, sur le marché du travail européen. On ne l'a pas trop dit, d'ailleurs. J'ai entendu personne dans la presse, ni écrite, ni orale, qui en parlait, de même que pour les Géorgiens. Possible, ils ne sont pas très nombreux, et donc qu'ils puissent entrer légalement sur le marché du travail européen quand il y a des tensions et qu'ils ont une offre de travail, qu'ils puissent légalement entrer comme travailleurs migrants. Donc là, on ne le dit pas trop. On a aussi offert, parce que c'était insoluble, aux gens des Comores d'avoir des visas gratuits pour Mayotte.
On l'a pas trop dit parce que c'est une période encore sensible là-dessus, mais c'est la seule façon de sortir de la crise de Mayotte, où il y a des morts chaque année entre les Comores et Mayotte. Il faut qu'il y ait un espace de libre circulation, tout le monde le dit, mais là, on l'a fait sans trop le dire, si j'ose dire. Donc en fait, on ouvre un tout petit peu. On ouvre un tout petit peu, mais on ne le dit pas trop. Donc ça n'a pas été intolé puisqu'on n'en a pas parlé. Donc si on dramatise moins, je pense que déjà, il y aura une meilleure acceptation de toute une série de politiques d'entre-ouverture. C'est même pas d'ouverture, mais d'entre-ouverture. Si on dit aux gens, vous savez, on n'a plus de médecins dans les campagnes, si on ouvre un tout petit peu, pas seulement aux gens d'Europe centrale et orientale, qui ne sont pas très nombreux, mais à d'autres médecins qui doivent repasser des examens, etc., dans des centres de santé, je pense que ce serait accepté. Si on dit aux gens, vous savez, dans certains secteurs, on a beaucoup de mal à recruter, ce qui est vrai d'ailleurs pour des métiers saisonniers, les vendanges, etc. On a pris même des réfugiés cet été, je l'ai constaté, mais des demandeurs d'asile plutôt, mais aussi dans des secteurs dits en tension, on ne trouve plus de personnes pour travailler dans la restauration et tout. Je pense que les gens l'accepteraient, ils l'entendraient si on leur expliquait la situation. Et que des gens travaillent, je pense que ça donne une bonne image du migrant. Le fait que beaucoup de migrants, aujourd'hui, qui arrivent, notamment comme demandeurs d'asile, parce qu'aujourd'hui, il y a une directive européenne qui a dit que les demandeurs d'asile devaient avoir accès au marché du travail au minimum 9 mois après le dépôt de leur demande. La France est obligée de le mettre en œuvre, alors qu'elle avait interdit l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile depuis 1991. Ça donnait une très mauvaise image de gens qui sont jeunes et qui ne travaillent pas, alors que des gens qui sont plus âgés disent moi je travaille et je vais financer la prise en charge de ces gens-là. Donc si on avait plus de gens qui entraient légalement sur le marché du travail, parmi les nouveaux arrivants, je pense que dans l'opinion publique ce serait mieux accepté, parce qu'il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout informés, qu'il y a des quantités de migrants qui n'ont pas le droit de travailler. Donc ça, je crois que c'est très important. Sur l'idée de stabiliser les populations sur place, on en parle depuis très longtemps, mais je pense qu'il faut que les gens aient le droit de rester ou de partir. On a parlé du droit à la mobilité, qui est un droit de l'homme du XXIe siècle, en train de se définir. Je pense que c'est partie l'objet de la thèse de ma voisine. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire que beaucoup de travaux ont montré que plus il y a de migration, plus il y a de développement humain, et plus il y a de développement, plus il y a de migration. C'est-à-dire que les gens qui sont plus urbains, mieux scolarisés, ce qui est le cas, en meilleure santé, ce qui est le cas, etc., ils sont sur Internet, ils sont sur la télévision, ils ont l'électricité, sur le téléphone portable, et comme ils nous ressemblent de plus en plus, et ils se disent, l'alternative, si chez moi, il n'y a pas d'emploi, moi je passe mon temps à aller dans des pays où les jeunes, ils veulent partir, même au Maroc, qui n'est pas un pays très pauvre. Soit une enquête qui a été faite par un institut de recherche de Rabat, spécialisé, universitaire, sur la migration, montre que 65% des jeunes Marocains veulent partir. 65%. Imaginez ce que ça peut être au Soudan. Je suis allée au Soudan. Au Soudan, c'est impossible d'accepter de vivre au Soudan pour un jeune qui a un minimum de prise de conscience de son projet personnel. Donc les gens partent dans le Golfe et puis éventuellement ils font le grand tour par la Méditerranée. C'est inimaginable de rester aujourd'hui au Soudan. Le président est sous mandat d'arrêt international. Le Sud-Soudan se déverse dans le Nord-Soudan. Les gens habitent dans des campements de fortune. Il n'y a aucun espoir d'accès au marché du travail. Au Cameroun, par exemple, riche au contraire, le président habite en Suisse. C'est original, mais c'est comme ça. Il est au pouvoir depuis 40 ans. Les ressources sont complètement captées et la population des étudiants que j'ai rencontrés de master n'a aucune chance de trouver du travail au Soudan. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut stabiliser les populations sur place dans ce contexte-là? Ça me paraît impossible. Donc plus il y a de migration, plus il y a de développement local qui ne passe pas dans la poche des chefs d'État, donc c'est du développement humain. 420 milliards de dollars ont été envoyés par les migrants l'année dernière dans leur pays d'origine. C'est 3 fois l'aide publique au développement, donc c'est quand même important. Et les pays de départ ne sont pas prêts à abandonner la migration, même si on leur dit on vous paye pour que vous empêchiez le départ clandestin de vos frontières. D'autre part, plus il y a de développement, plus il y a de migration, parce que les gens, pour l'instant, peut-être dans le futur, il y aura d'autres choses, mais il y a un rapport de l'OCDE qui a été fait là-dessus, qui a montré que dans le court et moyen terme,
la migration produit du développement, et le développement produit de la migration. Pour l'instant, ça ne se présente pas sous forme d'alternative, mais c'est plutôt un problème d'échéancier dans le temps. Dans le futur, peut-être, qu'on ne verra peut-être pas, on aura une alternative, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On est dans un contexte où il y a à la fois développement, l'Afrique se développe vite aujourd'hui, et en même temps, il y a migration. Les deux se développent en même temps. Ce qui paraît logique quand on va dans ces pays et qu'on voit comment évoluent les populations. Je vous pose une question complémentaire en prolongement. Oui. Parce que là, vous avez répondu sur les raisons politiques pour lesquelles un migrant devait partir. Et, finalement, et économique aussi, oui, pas d'emploi. Je suis bien d'accord. Mais, pas de projet. Mais la question de la faisabilité politique consiste aussi à tester l'acceptabilité d'un discours comme celui-là dans les sociétés d'accueil. Je suis d'accord. Oui. Et là, il y a plein de questions qui se posent. Alors, même lorsque un pays prend la décision d'aller dans ce sens, disons la décision de Merkel au départ, par exemple, on voit bien comment en Allemagne, ça a créé des tensions très fortes, y compris maintenant qu'elles se manifestent politiquement, mais il y a eu des tensions sociales assez éclatantes. Dans des pays qui étaient beaucoup plus réfractaires, ce qui était le cas de la France, on a vu aussi que ça créait des tensions. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Moi, j'ai en tête un exemple qui me paraît assez probant, qui est le cas du Liban, qui a accepté massivement les réfugiés syriens. Il faut dire que le Liban, c'est 5,8 millions d'habitants et qu'il y a aujourd'hui près d'1,5 million à 1,7 million de Syriens. Il y a plein de parentés culturelles très fortes entre les deux populations. Au départ, ça s'est passé très bien et on a vu au fur et à mesure, j'allais dire, d'une densité, d'une déstabilisation du pays, on a vu plein de règles extrêmement dures d'exclusion se mettre en place, alors qu'il y avait beaucoup de sympathie et beaucoup de liens historiques très forts. Finalement, ça s'est renversé en son contraire. Donc, sur la question de l'acceptabilité dans la société d'accueil. Alors, je pense qu'il faut, parce que moi je l'ai vu en faisant beaucoup de débats comme ça dans des associations, en fait, souvent la société civile, une partie d'entre elles, tout au moins, est beaucoup plus solidaire que les gouvernements. Les gouvernements ont très peur de la montée de l'extrême droite. De toute façon, l'extrême droite, elle est là. Et ils pensent que plus on accueille mal les gens, moins ils viendront, ce qui est complètement faux. Hein. Plus on les accueille mal, plus on donne une image précisément illégitime de la présence de ces personnes, et si on leur interdit de travailler, ça donne une image encore plus illégitime, et donc qui ne satisfait personne. Donc je pense que le très mauvais accueil donne l'image d'une population clochardisée, ce qui a été l'image de Calais, l'image de sous le métro Stalingrad, etc., ce qui ne correspond pas au profil de ces gens. La moyenne de qualification des migrants à l'échelle mondiale est supérieure à la moyenne de qualification des pays dans lesquels ils vont. Donc aujourd'hui, on a il y a des travaux d'enquête qui ont été faits sur ce regard, beaucoup de gens ont des masters, etc. Donc l'idée que ce soit des va-nu-pieds qui cherchent la richesse des pays occidentaux et qui vont vivre pour l'aide sociale est une idée complètement fausse. Et je pense que plus on abandonnera l'idée qu'il faut complètement tourner le dos à l'idée que l'effet d'appel va faire qu'il faut traiter très très mal les gens pour qu'ils ne viennent plus. C'est faux, des gens qui ont vécu des guerres civiles, des situations catastrophiques, c'est pas parce qu'ils sont mieux ou moins bien accueillis qu'ils ne viendront pas, c'est pour d'autres raisons qu'ils viendront. Donc je crois que ça, il faut l'effet d'appel, c'est tout à fait à rejeter. D'autre part, la société civile, moi je l'ai constaté pour ce qu'on a appelé la crise de l'accueil des réfugiés, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient des initiatives, qui n'avaient pas de suivi dans leur département, du côté des mairies, des préfectures, etc., et qui auraient eu un capital d'accueil beaucoup plus grand s'il n'y avait pas eu le frein qui était donné par les pouvoirs publics en la matière dans des quantités de régions de France et dans des éventails politiques très larges qui vont des chrétiens caritatifs jusqu'à l'extrême gauche. Il y avait des gens qui avaient une sensibilité à la question des réfugiés, parce que dans l'ensemble, ce que j'ai constaté pendant ces 2 années, c'est que l'idée d'accueillir les réfugiés n'est pas mal acceptée. Hein. Il y a un côté éthique, on va accueillir les réfugiés, ils sont pourchassés chez eux, c'est la guerre civile, c'est catastrophique. L'idée d'accueillir des Syriens, chrétiens ou pas, est assez bien acceptée.
en réalité. Malgré, et on ne ressort plus les idées de Huntington, le clash des civilisations, c'est des Syriens, il y a des chrétiens parmi eux, mais il y a aussi des musulmans, c'est des réfugiés. Alors, en revanche, d'autres qui sont très mal acceptés, c'est les Africains, pour des raisons qui m'échappent aussi, parce que certains, il y a plus de chrétiens chez les Africains que chez les Syriens, et l'idée toujours que ce n'est pas des vrais réfugiés, que ce seraient des tricheurs, des migrants. L'idée d'accueillir des migrants est très impopulaire, l'idée d'accueillir des réfugiés est relativement bien vue, si j'ose dire, dans des cercles larges de la société civile. Et l'idée du clash musulman-chrétien ne fonctionne pas dans ce clivage-là, puisque parmi les Africains, il y a 50% de musulmans et 50% en gros de chrétiens. Donc en fait, c'est sur d'autres représentations collectives que fonctionne cette éthique de l'accueil ou du rejet. On a donc des registres plutôt mieux répandus dans la société civile de l'accueil que du côté de la frilosité des pouvoirs publics, dans ce que j'ai pu constater depuis ces 2 dernières années, notamment en France.